Et à distance avec nous, Yvan Griboval. Donc à distance parce que Yvan est sur son bateau. Vous êtes un explorateur, vous avez été un navigateur professionnel et aujourd'hui vous parcourez les mers, vous menez des expéditions scientifiques. Vous avez créé le programme océano-scientifique dont on parlera tout à l'heure et vous êtes prêt à partir, vous aimeriez partir, je crois que ça dépend des conditions météo. Donc on parlera avec vous évidemment des mers et des océans. À tout à l'heure. Pour commencer, Myriam, alors je vais revenir un peu sur votre parcours, j'espère que je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Vous avez commencé dans le monde des énergies fossiles. Vous avez travaillé dans le pétrole, vous avez travaillé dans le gaz, vous avez été à la tête de Primagaz. Ça arrive même au meilleur. C'est ma période de rédemption, vous allez voir. Justement, vous avez eu ce que vous appelez une crise ou prise de conscience en prenant conscience donc, des externalités négatives de ces secteurs à une époque où le terme n'était pas encore tout à fait à la mode. On était plutôt dans les années 2010. Donc là, changement de programme, changement de carrière professionnelle, vous créez votre entreprise qui s'appelle Économie d'énergie, qui est spécialisée dans la rénovation énergétique. Et puis vous créez cette fameuse fondation E5T, qui est un fonds de dotation qui contribue à la transition. Donc on le disait, l'idée c'est de parler de la terre, des mers et du ciel. Donc une question peut-être un peu philosophique ou existentielle pour débuter. La Terre, donc c'est notre planète avec ses ressources finies, qu'elles soient fossiles ou non d'ailleurs. Le changement climatique, ce qu'on observe aujourd'hui, est-ce que c'est le signe que notre place sur cette Terre va ou doit changer ? Oui, alors en fait, c'est vrai que mon parcours, moi j'ai démarré dans le pétrole et j'étais convaincue d'œuvrer au bien du monde, entre autres choses parce que l'énergie est au cœur de notre vie moderne. On est venu parce qu'on a emprunté les transports en commun, on se voit, on s'entend, parce qu'il y a l'énergie. On oublie finalement combien on est dépendant dans notre vie moderne de notre rapport à l'énergie. Et donc, moi, voilà, quand j'ai démarré, je me disais, nous, on est dans des pays où il n'y a pas de pétrole, il faut qu'on l'importe. Donc, j'ai vraiment, dans mon chemin, été tracé. On m'avait dit le XXe siècle, c'est le siècle du pétrole, le XXIe siècle, celui du gaz. Et bien avant 2011, en 2004, je suis arrivée en France, je ne vais pas raconter ma vie en détail, mais je suis arrivée en France et j'ai dit, lorsque j'ai pris la direction générale de Primagaz, on va aider nos clients à consommer moins. C'était le pavé dans la mare et je vous raconte ça comme ça pour vous dire que, un, on fait le mieux qu'on peut quand on fait ce qu'on fait et deux, les prises de conscience qui nous permettent aujourd'hui de réfléchir comme on le fait sont très récentes. Et donc, évidemment, au fil du temps, on a repensé notre rapport à la planète. Et cette planète, vous avez raison d'utiliser cette idée de philosophie. Déjà, il faut se dire, parce qu'on ne pense pas souvent comme ça, que, et Laurence en parlera mieux que moi, et avec des données sans doute plus précises, mais notre univers, c'est 13 milliards 7 d'années, et ça ne fait pas si longtemps qu'on le date. La planète, notre planète, c'est 4 milliards et demi d'années. L'être humain sur la planète, c'est 200-300 000 ans en fonction des sources. Donc c'est un tout petit éternuement à l'échelle de l'univers que ce cadeau qu'est la vie humaine sur notre planète. Et donc, quelque part, quand on réfléchit à comment cette vie humaine a été possible parmi les milliards de planètes dont nous parlera certainement Laurence, déjà on a quelques réponses, on ne les a pas toutes. Ce qu'on sait, clairement, c'est qu'on essaye de visiter d'autres planètes, mais dans l'état actuel de nos connaissances, à mon sens, on est quand même encore très très loin d'avoir trouvé un autre endroit de nature à héberger la vie humaine qui dépend de tout un tas de conditions. On est ici sur cette planète sous conditions. Et parmi ces conditions, bon, il y en a beaucoup, mais les deux plus claires, c'est quand même notre rapport au fait de respirer. Hein, dès qu'on quitte la planète, on ne peut pas respirer, donc à l'air et à l'eau. Et si je suis un peu plus technique, on a découvert à nouveau récemment les 9 limites planétaires qui, quelque part, font partie de ces conditions qui rendent la vie possible. Et on sait depuis septembre 2023 que 6 de ces 9 limites ont été dépassées. Et, parmi ces 6 limites, il y a le changement climatique, mais qui à son tour finalement est très interdépendant des autres. Moi, j'ai commencé à avoir une prise de conscience malgré mon parcours assez tôt, parce que je me suis retrouvée dans une activité de vente de CFC
au moment où on découvrait le fameux trou dans la couche d'ozone, et ça m'a vraiment, vraiment interpellée, parce que je viens des montagnes, vous l'entendez, donc je suis attachée à l'environnement. Et je me suis dit, mais bon sang, comment on peut faire pour vivre ce qu'on est en train de vivre, qui est un paradoxe, puisque je me souviens, j'étais directeur donc, de Primagaz, je me disais, mince, moi, je n'ai pas envie de raser les murs en disant que je travaille dans les énergies fossiles et de me rendre à mon travail. Et donc, il faut que je démissionne, parce que je pense qu'il faut qu'on ait un minimum d'alignement comme être humain entre qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et donc, c'est là où j'ai dit, il faut qu'on fasse des économies d'énergie, parce que je me suis dit, évidemment, si je démissionne, il y a quelqu'un d'autre qui prendra la place. Et donc, les énergies fossiles, j'ai un peu étudié ce que ça représentait. Aujourd'hui, on a émis dans l'espace à peu près 2450, j'arrondis, gigatonnes de CO2. On sait qu'à 3300 gigatonnes, on passe le fameux 1,5, voire 2%, donc on est très proche. On émet 40 gigatonnes par an de CO2 dans l'espace. Donc, vous voyez que le problème est quand même énorme, puisqu'on doit couper nos émissions par 5, donc diviser par 5, arriver à 8 maximum, ce qui revient, alors j'ai repris mes notes, mais au niveau d'émissions de 1950 pour 2050, avec un PIB qui a été multiplié par 10 et une population qui a été multipliée par 4. Donc, quand on donne ces chiffres, la réponse est claire, oui, on doit changer notre rapport à l'énergie et au monde. Et si on ne le fait pas, ben c'est juste le risque d'une extinction de ce précieux cadeau de la vie humaine sur notre planète. Je voudrais rebondir sur un mot que vous avez dit, c'est alignement. Alignement des modèles, alignement des convictions. Nous, la Tribune, on est un média économique. Le monde est quand même relativement réglé et dirigé par l'économie. Aujourd'hui, revoir cette place de l'homme, modifier la trajectoire sur laquelle on est, est-ce que ça n'implique pas une remise en cause totale de nos modèles économiques? Est-ce qu'en fait, finalement, c'est pragmatique et réaliste de dire ça? Oui, ça implique une nouvelle relation, puisqu'on vit dans l'anthropocène où l'homme s'est cru finalement maître du monde depuis la révolution industrielle, où on a dépensé beaucoup d'énergie. Et on passe philosophiquement vers ce que Glenn Albrecht, qui a écrit un livre remarquable, un philosophe environnementaliste qui a écrit Les émotions de la Terre et donne des nouveaux mots à des nouvelles problématiques, appelle la symbiocène, c'est-à-dire redéfinir notre rapport au vivant d'une façon générale. Et donc, pour arriver à ça, évidemment, on a des termes barbares où on dit qu'il faut revenir à des équilibres qui permettent justement cette vie sur la Terre. Donc, on va parler de net zéro, on va parler de ZAN, de zéro artificialisation nette. Et ça, c'est sous-jacent, évidemment, d'une évolution de modèle. Vous avez dit tout à l'heure, on peut être optimiste. Moi, je fais partie des gens, effectivement, qui pensent qu'on peut être lucide et optimiste. C'est la connaissance qui nous permet d'avancer. Ce n'est pas juste le militantisme non pragmatique. Et donc, je me dis, on est dans un changement au moins aussi important que celui qu'on a connu au moment de la Renaissance. On sort du Moyen-Âge, vous imaginez, toutes les certitudes tombent, on découvre que la Terre n'est pas plate, qu'il y a un quatrième continent, que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, enfin, etc. Et donc, l'inverse. Et donc, en fait, aujourd'hui, on se dit, on est arrivé à la fin de ce modèle fossile où jamais une énergie n'a remplacé l'autre. On a commencé par le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, et tout ça, ça s'est ajouté. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on doit réinitialiser ce que j'appelle un nouveau paradigme éco-énergétique, puisqu'on a vu que l'économie était liée à l'énergie. Et ce nouveau paradigme éco-énergétique, je pense qu'il peut exister avec 4 dimensions qui doivent être prises en compte en même temps. La première, c'est le fait que on doit parler de croissance, parce que la décroissance, personne n'a envie. Moi, je n'ai pas envie de finir ma vie en me disant qu'il y a un jeune sur 2, c'est le cas aujourd'hui, victime d'éco-anxiété, parce que la peur liée à l'éco-anxiété, c'est paralysant. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec des jeunes dans une fondation qui s'appelle Better Place for Us. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit continuer à croître, mais évidemment, il faut redéfinir les tenants de la croissance, et financière et extra-financière, et surtout, de tout temps, enfin, en tout cas depuis la révolution industrielle, la croissance a supposé, moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays au début de ma carrière, quand un PIB croissait, eh ben, automatiquement, les émissions, les consommations d'énergie fossile croissaient également, et donc les émissions de CO2. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est la première dimension de mon nouveau paradigme éco-énergétique, c'est qu'on peut découpler la croissance économique et extra-économique, on va dire, de la consommation des énergies fossiles.
C'est un premier fait, parce que la transition énergétique le rend possible. D'ailleurs, le président Obama a très bien expliqué qu'il y avait des énergies renouvelables, etc. On peut y revenir tout à l'heure. Deuxième dimension, c'est qu'on doit repenser nos façons de parler d'économie. Évidemment, changer, c'est réparer et changer. Donc, on va parler d'économie réparatrice, régénérative, d'économie symbiotique, d'économie circulaire, où les déchets dont on ne savait que faire et qui venaient polluer sont repris comme une matière première. Troisième dimension, les territoires, parce qu'on voit bien qu'on a rêvé d'une Europe de l'énergie, elle n'a jamais existé. Moi, je rêve aujourd'hui d'une Europe de l'efficacité énergétique, espérons qu'on puisse arriver à ça. Donc, il y a des rapports territoriaux, parce que chaque territoire a ses propres caractéristiques qui leur permettent de se définir dans un mix énergétique, dans un rapport à l'énergie, dans des besoins énergétiques différents. Là, j'étais en Islande il y a quelques semaines, 65% du mix vient de la géothermie. Quand on est dans une zone côtière, on ne va pas voir, ou insulaire, on n'a pas les mêmes problèmes. Je fais tous les ans mes universités au 5T à La Rochelle depuis 13 ans. On n'a pas les mêmes problématiques que lorsqu'on est à Paris. Quand on est sur l'eau ou dans l'espace demain, on a aussi, donc les territoires régionaux sont déterminants à prendre en compte avec leur économie locale. Et la quatrième dimension, c'est l'innovation au sens large, technologique certes, mais pas que en matière de business model. Vous imaginez bien qu'il faut avoir un peu d'imagination pour passer de vendre du gaz ou de vendre du pétrole et du gaz, comme je l'ai fait dans la première partie de ma vie, quand je ne savais pas, à une période de rédemption où je dis on va faire une boîte qui incite à économiser l'énergie. Autant vous dire qu'en 2004, tout le monde me prenait pour une tarée. En 2011, quand j'ai quitté ma position confortable de directeur général pour devenir start-upper, où on était 8 et on avait 0 de chiffre d'affaires, c'est plus facile d'en parler aujourd'hui, tout le monde se disait, tous mes appuis, ou beaucoup, pas tous heureusement, m'avaient abandonné. Et pourtant, cette société qui a œuvré à faire en sorte que déjà on commence par réduire nos consommations dans nos logements qui représentent encore 20% ou un peu plus des émissions de CO2 par les consommations d'énergie qui nous coûtent cher, hein. On en voit aussi les conséquences dans les factures. Eh bien, elle est passée, cette boîte, de 8 à 350 personnes et de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 9 ans. Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de croissance possible pour aider à réparer le monde, puisque je l'ai vécu. Donc oui, il y a des nouveaux business models avec ces 4 conditions dans cette nouvelle ambition de créer un paradigme éco-énergétique qui est émergent, parce qu'il y a des solutions et qui est possible. Dans ces nouveaux modèles de croissance, vous étiez sur un segment particulier qui était donc celui de la rénovation des économies d'énergie. Dans cet écosystème de croissance possible que vous prenez ou que vous imaginez, quelle autre solution est-ce qu'on peut imaginer autour de cette transition énergétique? Est-ce qu'il y a d'autres choses à creuser? Si vous remontiez une boîte aujourd'hui, sur quel créneau vous metteriez? Ça tombe bien, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire parce que je suis un peu énervée par le fait que les modèles que j'ai inventés en 2011 continuent à être les mêmes avec les primes de rénovation, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'autres choses. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous l'année prochaine. Et voilà, j'aime bien cette idée qu'on peut monter des boîtes pour réparer des problèmes. En fait, dans la transition énergétique, il y a 3 grands volets. Le premier, c'est atterrir les énergies fossiles. Parce que c'est facile, hein, tous les ans, depuis 20 ans, de dire « Ah ouais, il faut arrêter les énergies fossiles ». Depuis 20 ans, on me dit la même chose, c'est toujours 80 ou 70, 75% du mix énergétique global. Donc moi, je préfère utiliser le mot « atterrir », entre autres raisons, parce qu'on sait que le gaz naturel, qui est une énergie fossile, pourquoi pas aller vers le biogaz, c'est déjà moins pire que de rien faire du tout. Donc, il y a ce premier volet d'atterrissage des énergies fossiles. Je donne l'exemple du biogaz. Il y en a plein d'autres qui sont des business en tant que tels. Deuxième volet, c'est tout ce qui est énergie renouvelable. Le président Obama lui-même a dit, après 2008, j'ai voulu relancer l'économie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Biden avec l'Inflation Reduction Act. J'ai relancé à fond les infrastructures des énergies renouvelables. En plus, ça tombe bien, il y en a plein. C'est la géothermie, donc c'est local. Hein. L'hydroélectricité, l'énergie des vagues. J'ai un ami à La Rochelle qui a monté une boîte qui s'appelle ACE, qui fait de l'houlomoteur. Évidemment, le solaire, le photovoltaïque, onshore, offshore. Enfin, il y a plein de solutions. Liées à ça, il y a bien sûr tout ce qui permet le stockage, parce qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable sans parler de complémentarité. Quand j'entends déjà, ouais, c'est intermittent. Alors autant vous dire, s'il pleut, vous êtes mouillé. Bon, oui, c'est intermittent, d'où le fait qu'il faille jouer sur les complémentarités et d'où le fait qu'il faille parler de stockage, soit des stockages massifs, des stockages locaux.
ou l'hydrogène vert. On utilise aujourd'hui 100 millions de tonnes dans le monde d'hydrogène gris. 1 kilo d'hydrogène gris, c'est 12 kilos de CO2. Donc, on a besoin urgemment d'utiliser de l'hydrogène vert pour faire de l'acier vert. C'est le cas dans le nord de la Suède. Donc, il y a tous ces métiers-là. Et celui de l'efficacité énergétique, on a juste une maison sur 2 partout en Europe qui consomme 6 à 9 fois plus d'énergie que ce que se consommerait une maison si on la construisait neuve avec les nouveaux standards aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup plus de boulot aujourd'hui que de gens pour le faire. Donc, d'ailleurs, quand Dominique Méda à Dauphine parle de sa façon de projeter le monde en sciences humaines et sociales, dont ma voisine est spécialiste également, eh bien, elle parle de tous les métiers liés à la transition verte, sur lesquels on n'a pas encore toutes les formations. Et le troisième volet, ben, c'est des choses un peu plus techno. Alors, certaines dont je ne veux même pas parler liées à la géo-ingénierie, parce que personnellement, j'y crois pas trop, mais bon, voilà, hein, on est libre. Par contre, je crois qu'on aura besoin, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, d'aller réabsorber du CO2 dans l'atmosphère et de régénérer nos puits carbone. D'où le fait qu'on s'intéresse à la biodiversité. On a besoin de régénérer la mer parce que les puits carbone naturels, la mer, la forêt, les océans, bien sûr, la terre, sont en train de perdre leur capacité à absorber du carbone. Donc évidemment, on doit veiller à régénérer, je viens de créer un mot qui s'appelle régénération, régénérer ce cadeau du vivant qui fait partie des écosystèmes, et il y a du boulot là-dedans, c'est des métiers à part entière. On a évidemment tout ce qui est capture de CO2 en sortie d'usine, ce qu'on appelle les CCUS, capture carbone, stockage, capture carbone. Et puis on a même des nouvelles pistes dans ce qu'on appelle le DAC, le Direct Air Capture, avec quelques projets pilotes, et qui au début, moi j'ai été une première à parler en France il y a 8-9 ans, ça n'existera jamais. Aujourd'hui, il y a des gens, des universitaires à Tokyo, il y a un projet en Islande avec Carbon Works qui va absorber ce carbone et puis le remettre dans des puits, pourquoi pas d'ailleurs les puits dont on a extrait le pétrole, puisqu'il faut capturer ce carbone et il faut pouvoir le conserver. Une dernière question. Donc, on a ici un sommet, il y a beaucoup de professionnels du milieu de la transition climatique. Vous avez aussi choisi la philanthropie comme moyen d'action. Aujourd'hui, la philanthropie, quelle place est-ce qu'elle occupe dans la transition ? En fait, j'ai créé E5T au moment où j'ai créé Économie d'énergie. Et donc, j'avais ma société et un fonds de dotation. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, je quitte un grand groupe, parce qu'on parle souvent des grands groupes, on a beaucoup de moyens. On faisait des super conférences dans le monde entier avec des experts top niveau auxquels on n'a pas accès quand on est dans une PME ou dans une TI. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai envie de réunir mes copains professionnels dans ma start-up où on est 8 et où on va un peu s'ennuyer, parce que j'ai l'habitude d'avoir des équipes plus grandes. Et j'ai commencé à écrire des bouquins avec des gens comme Jean-Marie Chevalier. Bon, voilà, maintenant, il nous a quittés, il a quitté en tout cas ce monde d'ici-bas. Et d'autres gens. Et je me suis dit, une fois par an, on va se réunir, on va retourner sur les bancs de l'école. Et donc, littéralement, on est parti à La Rochelle, qui est la ville en France la plus en avance sur les questions de transition énergétique. Et ma foi, chacun se racontera ses petites choses. Et toi, tu as fait quoi? Et toi, et toi? Et on puisse benchmarker. Et donc, il y avait cette idée de se revoir, de voir où en étaient les gens qui étaient pionniers dans leur réflexion. Et puis aussi l'idée apprendre les uns des autres et de ne pas se sentir isolé. Parce que maintenant, heureusement, quand on parle d'économie d'énergie, ça paraît d'une banalité à mourir. Autant vous dire qu'en 2011, j'allais voir les banques, il y en a une qui m'a aidée. Les autres me disaient, attendez, vous êtes gentille, madame, mais bon, pourquoi vous ne voyez pas votre CV, qu'est-ce qui vous prend d'un coup de faire une start-up, quoi. Et donc, petit à petit, cette initiative s'est ancrée et je me suis rendu compte que on a énormément besoin d'apprendre. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je vais à mes universités, je me dis, mais comment font les autres qui n'y vont pas? Parce que j'ai l'impression que je ne sais jamais rien. Alors, je me dis, mince, on a besoin d'apprendre parce qu'en fait, tout ce qu'on découvre est très récent et ça va hyper vite. Donc, ça ne sert à rien de se dire qu'on va pouvoir tout seul, parce que c'est une intelligence globale qui prend le relais. Il n'y a pas de possibilité de créer des entreprises qui sont rentables, qui s'inscrivent dans le futur, si on ne comprend pas ce qui se passe et comment on peut apporter des solutions par rapport à ce que les autres amènent. Et donc,
Voilà, vous savez, je n'avais pas fait un business plan pour ma fondation 5T. Je n'avais pas imaginé que 13 ans plus tard, on serait encore là. D'ailleurs, j'aurais préféré ne pas y être, parce que ça veut dire que plein de problèmes auraient été réglés. Et en fait, 5T, dans le temps, a toujours sélectionné des projets de tout ce qui contribuait à la transition énergétique. On le met en valeur au travers d'événements où les gens se rencontrent. On anime un énorme réseau sur la transition énergétique. La transition agroclimatique est venue plus tard. Là, on est en train de faire un livre de recettes du futur, par exemple. Voilà. Et donc, pour moi, ce qui est non-profit, c'est une façon de dire on doit continuer à apprendre et on doit travailler en fonction de ce que les autres font. Il n'y a plus de logique individuelle et où on sait. On doit apprendre à désapprendre et à réapprendre. Donc voilà un petit peu pourquoi la philanthropie me bouge autant et je rencontre des gens formidables de tous les milieux, puisque je viens plutôt d'entrepreneuriat, mais en fait tout le monde a son mot à dire, les universitaires, les non-profit, les élus, les collectivités locales, dans une nouvelle forme de dialogue. Alors je sais que vous vous intéressez aussi à l'économie bleue, mais je vous avais demandé de ne pas en parler parce que tout ce qui est mer et océan, on va en discuter maintenant avec notre voisin à distance. Bonjour Yvan. Bonjour mesdames. Alors vous n'êtes pas à La Rochelle, vous êtes en Méditerranée. Oui, je suis à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est notre base technique, à bord d'un catamaran Lagoon 570. C'est un bateau issu de l'économie circulaire parce qu'il est né à la fin des années 90 et il a été mis en service en 2001. Et donc, nous l'avons transformé en voilier à vocation océanographique. Et nous sommes sur ce bateau qui s'appelle Love the Ocean parce que c'est vraiment notre baseline, notre concept, le message qu'on veut transmettre au plus grand nombre, aimer l'océan. Donc là, si vous êtes sur votre bateau, c'est que vous attendez en fait de pouvoir partir. Vous partez en expédition à nouveau. Donc ces expéditions, elles ont plusieurs objectifs. On va en parler. Le premier d'entre eux, c'est autour de la génétique marine. Donc alors moi, je suis pas du tout scientifique. Donc justement, je compte sur vous pour nous expliquer un peu ce que vous faites, puisque vous collectez des données génétiques d'organismes marins. Ce que je sais en revanche, ce que j'ai bien compris, c'est que ce sont souvent des espèces qui sont menacées d'extinction. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une logique vraiment de course contre la montre ? Écoutez, d'une part, je vais vous rassurer, Ingrid, moi non plus, je ne suis pas scientifique, je suis un autodidacte sans aucune formation universitaire, entrepreneur innovant, très innovant même, et avec un lien à la mer très très fort depuis ma plus tendre enfance, voire depuis ma naissance, si j'écoute mes défunts parents. Notre démarche est assez simple. L'océan représente plus de 70% de la planète, tout du moins en surface, et beaucoup plus en volume. La biodiversité marine est, selon les scientifiques, à 25% dans les zones des récifs coralliens. Et ces récifs coralliens représentent toujours, selon les scientifiques, 1%, voire moins d'1% de la surface de l'océan. C'est vous dire qu'on a, d'une part, une chance extraordinaire parce qu'on sait exactement où travailler. On a une deuxième chance en France qui consiste à être le seul pays où le soleil ne se couche jamais, étant donné que nous sommes présents dans le Pacifique, nous sommes présents dans l'océan Indien et bien évidemment en Atlantique. Donc ça, c'est deux atouts absolument fantastiques. À nous de les exploiter. Je parle bien d'exploitation. Je vais juste faire une petite parenthèse et pour remercier Myriam Maestroni d'avoir mis le doigt pour moi sur les deux points les plus importants. D'une part, on est de passage sur la planète, donc on y sera plus longtemps si on prend le temps de faire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens et on prolongera notre passage sur cette planète. Le deuxième point, et qui est primordial pour moi aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de la connaissance pour avancer, pour reprendre les termes exacts de Myriam, et on a donc besoin de la science, on a besoin de mieux connaître notre planète, en ce qui nous concerne, mieux connaître l'océan, pour mieux le protéger, mieux l'exploiter. La démarche consistant à travailler avec la génétique, elle est assez simple et elle est logique. Et pour moi, donc je répète, autodidacte, c'est devenu comme une évidence après avoir compris comment on étudiait les organismes marins avant l'usage de la génétique. On faisait assez simple, on prenait beaucoup de vivants. Par exemple, quand Harvard trouve le premier remède issu d'un organisme marin pour soigner les cancers du poumon, il leur faut 1 tonne de vivants pour faire 1 gramme de principe actif. Donc si on valorise les récifs coralliens et leurs organismes, on va obligatoirement, si on reste à utiliser
les travaux tels qu'on les menait, tels que les scientifiques les menaient, donc sur la base de la biologie et de la chimie. On va donc inciter encore plus à piller ces ressources naturelles. Et donc l'idée m'est venue tout bêtement en disant mais pourquoi on ne travaillerait pas avec la génétique? Or aujourd'hui, les principaux océanographes, les principaux scientifiques qui travaillent sur les organismes marins sont des personnes qui ont entre 45 et 50 ans pour les chefs de service, et ils n'ont pas eu dans leur cursus universitaire cette partie génétique qui est excessivement récente. Hein. Le génome humain, c'est 2001, si je ne me trompe pas, donc c'est hier, c'est même pas avant-hier. Et quand je me suis adressé à ces spécialistes qui m'entourent depuis 2006, pour être très précis, ils m'ont tous un peu rionné en m'expliquant que ce serait bien que je m'occupe de mon bateau à voile et que je laisse les scientifiques faire leurs recherches de professionnels. Et donc, je n'ai pas abandonné et je me suis tourné vers des généticiens qui, là, m'ont expliqué tout simplement qu'il suffisait que je leur donne un cheveu, un petit morceau d'ongle, un petit peu de salive. Ils obtiendraient mon ADN et dans mon ADN, ils pourraient aller rechercher tout ce qui peut être intéressant à usage d'autres êtres humains, à l'usage de l'humanité. Donc j'ai imaginé qu'on pouvait faire exactement la même chose sur les organismes marins avec 3 objectifs assez simples. Premier objectif, évidemment, sauvegarder des données génétiques d'organismes qui sont en train de disparaître. Alors ils disparaissent de façon naturelle, mais cette transition, cette évolution est accélérée évidemment par l'impact de l'homme sur la nature. Donc il est urgent pour certains organismes dont quelques-uns, nous on s'intéresse aux éponges. Selon les scientifiques, les éponges, bon, il y a un débat. Les scientifiques ne savent pas s'ils sont arrivés il y a 650 millions d'années ou 750 millions d'années. Vous comprendrez que ce n'est peut-être pas trop important à nos yeux. Tout ce qu'on sait, c'est que ces organismes, donc les spongiaires, les éponges, sont arrivés sur une planète qui était une boule de glace et sont toujours vivants aujourd'hui alors qu'on est à la énième transformation climatique. Donc, le premier sujet, c'est de préserver ces données génétiques qui sont essentielles, car dans ces données génétiques, on va pouvoir aller chercher des molécules d'intérêt pour les êtres humains, à l'usage des êtres humains. C'est primordial. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est de les valoriser, de mettre en évidence tout ce qu'on peut faire avec ces organismes, comment on peut tout simplement copier la nature pour résoudre des problèmes que nous ne sommes pas capables de résoudre aujourd'hui avec la chimie. Et le troisième point, bien évidemment, il est là pour la recherche fondamentale, de savoir exactement quelles sont ces nouvelles espèces, parce que, bien évidemment, on peut considérer que toutes ces espèces et toute la biodiversité, c'est un immense puzzle, et à chaque fois qu'on a une nouvelle pièce, ça nous permet d'en découvrir d'autres. Voilà notre mission principale, aller collecter de minuscules morceaux d'éponge. On ne leur fait pas mal, c'est comme si je vous prenais un cheveu ou un morceau d'ongle et aller chercher les molécules d'intérêt de cette manière. Et alors, il y a autre chose que vous collectez aussi, vous m'expliquiez ça, parce qu'on a évidemment discuté ensemble pour préparer cette rencontre. Vous collectez de l'ADN environnemental. Et là, à nouveau, c'est assez novateur. Et ça se fait toujours dans une optique d'aider l'être humain et d'aider la planète, qui était vraiment ce qu'on avait envie de creuser aujourd'hui dans cette session. Est-ce que vous pourriez nous en parler aussi de cet aspect-là de votre travail ? Jusqu'ici, pour savoir quelles étaient les espèces de poissons qui bordaient un littoral, sans aller trop au large, on avait 2 solutions. Soit on mettait des plongeurs à l'eau et on leur demandait de compter les poissons et les organismes qu'ils voyaient, mais c'est un peu, vous savez, comme les manifestations, il y a le comptage des syndicats et puis le comptage de la préfecture. Je ne commenterai pas. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans le débat, donc ce qui veut dire que c'était tout à fait un décompte tout à fait aléatoire. Il y a une autre technique qui était utilisée par les scientifiques et qui l'est toujours d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les retours de pêche. C'est-à-dire qu'on va la crier, voir quels sont les poissons et dans quelle quantité qui ont été ramenés par les pêcheurs. Le seul point, c'est que si les pêcheurs pêchent toujours au même endroit, à 200 mètres de là, on ne sait pas du tout quelles sont les espèces. Et le professeur David Mouillot, qui est donc un professeur de l'unité mixte de recherche Marbec basée à l'université de Montpellier, a travaillé à l'étude de l'ADN environnemental, c'est-à-dire prendre des échantillons d'eau et dans ces échantillons aller retrouver les traces que les organismes ont laissées
partir, si je puis dire, se sont échappés de leur corps, de leur organisme, et donc ont laissé une trace, ont laissé une signature. Et avec cette signature, il est possible aujourd'hui, et depuis 3 ans, 4 ans maintenant, d'identifier les espèces. Et c'est un fantastique message d'optimisme, car si on sait exactement quelles sont les espèces, on devrait pouvoir, sous 3 ans, quand on écoute David Mouillot, le professeur David Mouillot, on devrait pouvoir connaître également la densité des espèces et donc guider les pêcheurs à aller pêcher plutôt à droite qu'à gauche et plutôt sur un autre site que celui sur lequel ils mettent une pression depuis grand-père, le fils, le petit-fils, car les pêcheurs souvent pêchent toujours au même endroit. On a les coins de pêche, donc on y est fidèle et on a toujours l'envie d'y retourner parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, on va pêcher. Mais peut-être qu'à 1000 nautiques plus loin, c'est-à-dire quasiment à 2 km, la ressource est beaucoup plus importante, donc beaucoup plus intéressante pour le pêcheur. Et donc, grâce à cet ADN environnemental, sous 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être grand maximum, les scientifiques devraient pouvoir aider les pêcheurs à une pêche durable pour évidemment une alimentation durable si on parle de circuits courts et d'usage de la pêche dans l'alimentation locale. On a l'impression d'être vraiment à un point de basculement, en fait, qu'il y a une sorte d'accélération. Ça, c'est permis par la technologie. Est-ce qu'il y a de l'IA là-dedans? C'est très à la mode, on parle d'IA partout. Il y a de l'IA dans la sauvegarde des océans? Je vais vous prendre un exemple simple. Les chercheurs, alors moi je parle uniquement du milieu de l'océan, mais c'est exactement pareil partout. Le chercheur avait un problème. Mettons, il voulait résoudre le mal à la tête. Bon, il trouvait une molécule, ou dans le cas présent, un morceau d'échantillon d'un organisme, et puis il cherchait à résoudre son problème de mal à la tête. Mais si ça se trouve, cette molécule-là, elle était très très bien pour les corps aux pieds, mais pas pour le mal à la tête. Si on travaille avec l'intelligence artificielle, c'est pas si maintenant que nous travaillons avec l'intelligence artificielle, vont se constituer des bases de données. Nous, on va constituer a priori avec nos partenaires la première base de données phylogéniques, c'est-à-dire la première base de données qui vont permettre de réunir toutes les molécules qu'on va pouvoir découvrir dans les séquences ADN qui seront étudiées. Et dans ce réservoir, grâce à l'intelligence artificielle, on va aller piocher la molécule qui nous intéresse, ou tout du moins les scientifiques vont aller piocher la molécule qui les intéresse pour résoudre tel ou tel problème. C'est-à-dire qu'on va faire le chemin à l'envers. On ne pouvait pas le faire sans l'intelligence artificielle. Donc c'est un énième message d'espoir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réellement exploiter sans détruire la nature et donc valoriser la nature et accessoirement, étant donné qu'on est dans une ambiance économique, on va pouvoir enfin mettre en évidence que le patrimoine extraordinaire de la France au niveau de ses récifs coralliens est une source de développement économique qu'on est les seuls à avoir, étant donné qu'on a le plus grand domaine sous-maritime au monde. On est à la 2e zone économique exclusive derrière les Américains et assez loin devant les Australiens, mais on a le premier domaine sous-maritime au monde. Donc la France a potentiellement la plus grande ressource à exploiter dans les années qui viennent, ce qui veut donc dire, accessoirement, de fantastiques métiers à venir pour nos jeunes. Oui, je sais que ça, c'est un de vos sujets aussi, les nouveaux métiers qui vont naître. Et vous avez ce point commun avec Myriam, je crois que vous êtes assez enthousiaste sur tous les nouveaux métiers qui vont naître de ces innovations. Oui, parce que tout est à créer. Je veux dire, aujourd'hui, on a un alignement des planètes. Il suffit de reprendre l'histoire du monde. Jamais l'homme n'a eu autant d'atouts à sa portée. On n'a plus de frontières. On parle avec les Japonais comme on parle avec les Américains, comme on parle avec l'Afrique du Sud ou comme on parle avec la Russie. Je veux dire, on a une totale liberté de travail, et les jeunes arrivent dans la vie active avec cette fantastique capacité. On est nos limites, donc c'est vraiment la solution pour vivre plus longtemps sur notre planète. C'est à nous de décider si on a envie de partir ou si on a envie de rester des plus grands et des plus gros que nous entre les dinosaures
dinosaures, les diplodocus et autres, j'imagine qu'ils se pensaient indispensables et sur la planète pour une durée illimitée, ils ne sont plus là. Ce serait bien qu'on ne fasse pas comme les diplodocus et les dinosaures. Une dernière question avant de vous laisser aux préparatifs de votre expédition. Vous nous disiez que vous aviez du mal à partir parce que les conditions météo étaient très perturbées, qu'elles étaient plutôt inhabituelles et que c'était notamment un témoignage aussi du changement climatique en cours. Qu'est-ce que, en naviguant, vous pouvez récolter comme connaissance sur le climat, sur le changement climatique? Est-ce que là aussi, il y a des choses qui évoluent, des innovations? C'est difficile à dire parce que le climat, c'est une étude sur le temps long. Autant la météorologie, vous parlez à 3 jours, 5 jours, 10 jours, vous travaillez sur des modèles, vous travaillez sur des observations. Pour parler du climat, il faut avoir du recul. Et on pourra dire, par exemple, les 3 phénomènes exceptionnels qui sont passés sur la Méditerranée le mois dernier, ce qui était du jamais vu. Est-ce que c'est exceptionnel parce que c'est exceptionnel? Est-ce que c'est la conséquence du dérèglement climatique? Les climatologues pourront nous le dire dans une dizaine ou dans une quinzaine d'années. Donc à ce niveau-là, nous, on est juste, en ce qui me concerne, je suis marin, donc je dois me résoudre à organiser mon planning ou essayer d'organiser mon planning en fonction de ce que la nature a décidé. Et ça, c'est un point important. Et quand j'ai réalisé la première campagne océanographique sous le 40e sud à l'interface océan-atmosphère, donc je l'ai fait en solitaire, un tour du monde en solitaire à la voile, le principal enseignement que j'ai retenu, c'est qu'en définitive, quand on se retrouve là-bas tout seul, on est un animal parmi les autres animaux. Et je pense que ça, il faudrait qu'on le garde en tête en permanence. On n'a rien de plus que les baleines ou que les chimpanzés ou que les fourmis ou que les moustiques. On est sur la planète, on est tous dans un même puzzle. Et là encore, si on veut bien se comporter, d'une part, il faut respecter la nature qui nous entoure et il faut toujours avoir cette petite chose dans la tête. On est un animal parmi d'autres animaux. Merci beaucoup pour votre témoignage depuis votre bateau et on suivra avec évidemment beaucoup d'intérêt votre expédition. Je crois que ce sera documenté tout au long de l'expédition, donc on est très curieux de pouvoir vous suivre. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée. À vous aussi. Et alors vous disiez, la transition est toute trouvée, qu'on n'est rien de plus qu'une espèce parmi les autres. Je pense que si on nous voyait de l'espace, ce serait encore plus probant. Donc voilà ma transition pour discuter avec vous, Laurence Monnoyer-Smith. Donc vous êtes directrice du développement durable au CNES, le Centre national d'études spatiales. Donc ça signifie notamment que vous accompagnez la filière dans sa trajectoire de décarbonation, on en parlera. Vous pilotez aussi un programme qui s'appelle Space for Climate Observatory. Ça, c'est une alliance internationale qui a été lancée en 2019 à l'initiative du président français et qui regroupe, je crois, 26 pays et 4 organisations internationales. Ma première question, finalement, ce serait un peu la même que celle sur laquelle je viens de terminer pour Yvan. Ce que lui, il observait un peu du changement climatique et est-ce qu'il pouvait en tirer des données quand il est sur les océans. Finalement, depuis l'espace, comment est-ce qu'on comprend ce changement climatique et est-ce qu'on peut se servir des données captées depuis l'espace pour mieux l'anticiper, le comprendre et réagir ? Oui, merci beaucoup de me poser cette question parce que je pense que ce n'est pas quelque chose que le grand public, dont le grand public a vraiment connaissance, mais du rôle très très important que joue l'ensemble des agences spatiales mondiales. Le CNES existe depuis 60 ans. La France est une grande puissance spatiale, une des premières d'ailleurs, grâce au général de Gaulle. Et depuis à peu près aussi longtemps que les agences spatiales existent, le lien entre la communauté scientifique et les agences spatiales est extrêmement fort. Ce n'est pas uniquement, les agences spatiales ne sont pas uniquement là pour faire des lanceurs et mettre pied sur la Terre, sur la Lune, on en reparlera. Mais c'est aussi et surtout pour faire de la science, de l'exploration, comprendre l'univers, comprendre la Terre, comprendre le système Terre. Lorsqu'on a créé l'IPCC, enfin le GIEC, au moment des premiers sommets de Rio, des premiers sommets de la Terre, il y a eu des alliances internationales qui se sont donc créées autour de ces scientifiques, des grandes coopérations internationales
pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en commun toute une série de connaissances pour essayer de caractériser le système Terre. Donc le système Terre, c'est un certain nombre de variables qui permettent de comprendre le cycle de l'eau, le cycle du carbone, la température de l'océan, l'influence de la température de l'océan sur la température de l'atmosphère, les échanges Terre-atmosphère, etc. Donc un certain nombre de variables. Donc les agences spatiales se sont organisées entre elles avec les agences météorologiques pour définir un certain nombre d'instruments qui permettront de capter des données qu'on pourra ainsi mettre à disposition de la communauté scientifique. L'ensemble de ces variables, donc elles augmentent avec le temps, au fur et à mesure que les connaissances progressent. On est passé d'une quarantaine au démarrage de ces travaux. Aujourd'hui, il y en a 54 variables climatiques essentielles qui permettent la totalité de la modélisation du système Terre. Et sur ces 54 variables, il y a pratiquement les 2/3 qui ne sont documentés que depuis l'espace. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre la Terre, le système Terre, l'évolution du changement climatique, sans envoyer des instruments dans l'espace. Ce qui explique que la connaissance en matière de changement climatique, qui a été assez lente au démarrage, par définition, puisqu'on a travaillé avec des données qu'on avait collectées in situ, c'est-à-dire localement sur la Terre, s'est enrichi très rapidement, à partir des années 90, jusqu'à aujourd'hui, qui nous permettent d'avoir une bonne connaissance. Donc il y a une organisation internationale qui regroupe ces agences spatiales, enfin les chercheurs des agences spatiales qui travaillent sur les variables et qui se réunissent annuellement pour remettre des rapports au GIEC pour enrichir ces travaux. Donc il y a quelque chose de consubstantiel entre la compréhension du système Terre et le travail des agences spatiales. Donc connaissance, compréhension, c'est évidemment formidable et indispensable. Est-ce que derrière, ça vous permet de trouver des solutions concrètes par rapport à des problèmes qui pourraient être issus du changement climatique et qu'on subit sur Terre ? Alors, bon, des solutions concrètes, je ne suis pas solutionniste. Ce que je veux dire, c'est qu'on trouver des outils, mettre en place des outils qui permettent à des décideurs d'agir pour s'adapter au changement climatique ou pour atténuer leurs émissions. Donc oui, bien entendu, et notamment avec le développement de l'analyse des grandes bases de données, puisqu'on a des pétaoctets de données, évidemment, qui sont mises à disposition des chercheurs. Et un des objectifs, notamment de l'Observatoire spatial du climat, c'est de valoriser ces données pour des besoins extrêmement précis sur le territoire. Alors, dans tous les domaines possibles et imaginables. Par exemple, il y a un domaine que je trouve assez spectaculaire dans ce cadre-là, c'est les problématiques épidémiologiques. Vous savez qu'on a des maladies qui se développent de façon absolument fulgurante à cause du changement climatique, puisqu'on a une transformation, une évolution des températures, typiquement la dengue, des maladies virales ou transmises par les moustiques. Et donc, on a fait un outil il n'y a pas très longtemps là, qui est développé par l'OMS, qui nous permet en fait de repérer, grâce à de la donnée optique ou de la donnée radar, qui nous permet de voir quels sont combinés de l'analyse de données in situ, qui nous permet d'analyser l'évolution des milieux, de ce que l'on sait de la reproduction des moustiques pour ce type d'arbovirose, qui nous permet de prédire à 6 mois, 1 an, voire 2 ans près, où est-ce que les moustiques vont se développer le plus, et donc de mettre en place des actions de prévention. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on fait avec l'OMS. Et donc on implémente ces outils dans les outils de prévention de l'OMS. Sur l'évolution du trait de côte, alors là typiquement, on a en particulier en France, parce qu'on a beaucoup de territoires côtiers en France, donc on fait une projection de l'évolution du trait de côte avec une analyse de l'évolution de l'élévation du niveau de la mer. Bon, la France est tout à fait pionnière, puisque c'est un niveau nous sommes en France les experts de ce qu'on appelle l'altimétrie spatiale. Donc c'est parce que nous avons été les premiers satellites que la France a envoyés, c'était dans ce domaine-là. On est très très bon en hydrologie. Et donc on calcule, on est capable de faire des projections à 15, 20, 30 ans de l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur les territoires côtiers. Et donc on propose à des collectivités des projections à 20 ans. Et on leur dit, ben voilà, dans 20 ans, vous avez tel hôpital sous l'eau, vous avez telle infrastructure sous l'eau, comment vous organisez, vous pouvez faire votre plan local d'urbanisme, et donc on met ça à disposition, c'est très réplicable. Donc l'Observatoire spatial du climat, qui est cette grande alliance, on a plus de 45 signataires représentant 26 pays, vous l'avez dit.
et des organisations internationales. On travaille avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, et on développe donc des briques logicielles qui permettent d'avoir des cartographies d'évolution d'impact sur les infrastructures. On travaille sur les mangroves, c'est très très important, les mangroves pour la protection des côtes. On travaille en agriculture, l'élévation du niveau de la mer se traduit par une salinisation des eaux, et en particulier de territoires agricoles. Bon, le sel, ça tue toutes les productions agricoles, c'est absolument dramatique. Typiquement au Vietnam, donc on a des projets qui nous permettent de travailler avec les universitaires et les collectivités locales au Vietnam pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire, parce que vous avez telles rizières qui vont se retrouver sous le niveau de la mer, etc. On a des choses sur les catastrophes naturelles. Enfin bon, donc énormément, en fait, c'est ce très beau programme international qui permet de la réplicabilité. On était la semaine dernière en jury de labellisation des programmes internationaux. On en a en Chine, on en a aux États-Unis. Alors maintenant, on est très content de pouvoir compter sur cette coopération internationale qui donc fournit des outils. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut arrêter les choses. En tout cas, ça veut simplement dire qu'on peut protéger les populations. Et maintenant, on est en train de développer, on en a beaucoup parlé à la dernière COP à Dubaï, on est en train de mettre en place des outils de surveillance des émissions de CO2. C'est très compliqué de surveiller le CO2. Très très compliqué parce que vous avez des échanges de CO2 entre les puits de carbone et les puits et les émissions qui vont se répandre dans l'atmosphère. Et puis il y a des courants atmosphériques qui font que ça bouge. Donc c'est très compliqué d'être capable de surveiller le CO2. On le fait. C'est plus facile avec le méthane parce que le méthane a des concentrations plus importantes et c'est plus facile à observer. Et d'ici, on va dire, là, on va envoyer notre satellite microcarbe très bientôt, Decarian 6 vol, on l'envoie, ce qui ne saurait tarder, ça va se passer avant l'été. On va pouvoir avoir des bonnes données, des cartographies d'émissions de CO2 par pays et de surveiller ce que racontent les pays sur leurs émissions de CO2. Donc on va pouvoir suivre ça de très près, suivre les entreprises sur leurs émissions de méthane. On émet beaucoup de méthane, il y a des fuites, etc. Et donc commencer à être beaucoup plus pointu sur l'évolution des trajectoires. Alors vous parlez de nos émissions, justement, je me demandais jusqu'où est-ce que notre impact humain se ressent en fait? On est assez bien documenté sur l'impact qu'on a sur la Terre, sur la mer. Est-ce que ça se ressent, les effets de notre activité humaine dans l'espace? En fait, jusqu'où ça va? Ah bah ça va jusqu'en dans l'espace puisque nous envoyons beaucoup d'objets dans l'espace depuis les années 60 et de façon exponentielle puisque ces 5 dernières années on a envoyé plus d'objets dans l'espace que depuis le début de l'exploration. Donc on a une croissance tout à fait spectaculaire du nombre de lancements. L'année dernière on a fait plus de 400 lancements je veux dire tout pays confondu, toute puissance spatiale confondue. Donc c'est énorme. Donc les effets de pollution et réchauffement se font sentir jusque dans les hautes couches de l'atmosphère. Et d'ailleurs, l'industrie spatiale est la seule à polluer dans les très hautes couches de l'atmosphère. On est les seuls à faire ça, puisque l'aéronautique, ça s'arrête à la troposphère. Donc c'est moins grave. C'est plus grave quand on est dans les très hautes couches de l'atmosphère, avec notamment des impacts encore pas tout à fait bien connus, mais qui semblent pas terribles sur la couche d'ozone. Et ensuite, quand vous sortez, donc cette fois-ci dans l'espace extra-atmosphérique, là, évidemment, nous avons ces milliers de satellites qui finissent un jour par mourir. Et en fait, ça n'a pas une longue durée de vie. Puis le recyclage économie circulaire des satellites, on n'y est pas encore. C'est quoi, pas très longue durée de vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les satellites en utilisation pour le meilleur du meilleur du meilleur. C'est une dizaine d'années, 10-15 ans. C'est et ensuite, très ils restent là en suspension Oui, absolument. C'est-à-dire que soit partiellement ils retombent, soit ils continuent à tourner autour de la Terre. Alors, la France a été, en 2008, le premier pays au monde à adopter une loi, ce qu'on appelle la loi sur les opérations spatiales, dont le CNES est un des opérateurs, qui oblige tous ceux qui lancent depuis la base spatiale de Kourou à, en fait, concevoir une forme d'éco-conception du satellite, de telle sorte que soit ils redescendent selon son poids. On peut faire ça sur de très gros satellites. Quand ils sont un petit peu plus légers, qu'ils aient suffisamment d'ergols de puissance, un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas besoin d'énormes, mais enfin un petit peu d'ergols pour à ce moment-là se mettre sur une orbite qu'on appelle une orbite cimetière, pour éviter d'être un déchet potentiellement dangereux.
Et en tout état de cause, d'être ce qu'on appelle passivé, c'est-à-dire de ne plus contenir d'explosifs. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus totalement satisfaisant. On dit, bon, en fait, on est en train de créer une poubelle spatiale. Oui, c'est tout à fait vrai. Un cimetière. C'est parfaitement vrai. Nous avons des centaines de milliers de débris, enfin, même de millions de débris, ça dépend de la taille que vous considérez. Mais bon, un débris à 8000 km/h, s'il fait 1 centimètre, ça met en danger la station spatiale, ça c'est clair. Donc c'est extrême. Donc on est en train de discuter cette loi, l'application de cette loi au niveau européen. Donc on espère, bon là il va y avoir les élections européennes, donc ça va être un petit peu en stand-by, mais normalement dans l'année 2024, on doit adopter au niveau européen un certain nombre d'exigences, d'éco-conception, etc. Et on est en train de réfléchir aussi à des modalités de retrait d'un certain nombre de déchets. Bon, mais alors là, c'est Moonraker, hein, c'est un peu, voilà. On n'y est pas encore complètement, mais enfin, on a des vrais sujets de retrait de débris. Alors, c'est pas tellement un sujet européen, pour rien de vous cacher. L'Europe n'est pas non plus la puissance spatiale qui envoie le plus d'objets dans l'espace. Donc, c'est pas nous le principal problème, c'est plutôt un problème américain, chinois, voilà. Et ceux qui sont envoyés, en fait, ils servent à quoi? Principalement pour récolter des données qui vont permettre d'étudier la Terre, ou principalement pour nous permettre de téléphoner plus vite? Ouais. Donc, oui. On va dire oui, bien que les constellations qui sont envoyées par Elon Musk, ce ne sont pas des constellations qui ont pour objectif d'observer la Terre, ça c'est très clair, c'est du Starlink, voilà, pour faire de la connexion Internet. Après, si n'importe quel plaisancier qui va au milieu de l'Atlantique demande à avoir une connexion Internet à haut débit... sauf oui. Yvan pour ses expéditions, il peut. Non, mais en général, ils savent naviguer sans avoir du haut débit pour faire du streaming. Confirme, ça permet de partager nos aventures avec le plus grand nombre, et on remercie Starlink tout en ayant conscience que c'est pas terrible d'avoir tout ça au-dessus de la tête. Ouais. C'est un vrai sujet parce que pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup. Enfin, il y en a 5000 à peu près chez Starlink. Mais bon, si on commence à parler de 40 000, rien que pour Starlink, après, il y a les Chinois, il y a d'autres puissances potentiellement qui veulent. Là, on est dans le domaine du non soutenable intégral. Donc là, c'est plus possible, quoi. Et vous parliez du poids de votre filière, de la filière spatiale. C'est quoi votre poids carbone ? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. C'est compliqué à dire. On est en train de travailler sur le sujet. Il y a un certain nombre d'inconnus parce qu'on a des choses qui sont compliquées à mesurer. Notamment les effets, si vous voulez, les effets des émissions dans les hautes couches de l'atmosphère. Il n'est pas du tout évident que ça ait le même effet que lorsqu'une entreprise émet au niveau de la Terre. Donc, quand on parle en tonnes équivalent CO2, en fait, on n'est pas tout à fait sûr. Donc, on est en train de faire des travaux de recherche sur si on émet des particules dans les très hautes couches de l'atmosphère, est-ce que ça va avoir le même effet que si on les émet à terre. Donc on est en train de travailler là-dessus. On sait que pour l'instant le poids il est entre guillemets négligeable, c'est-à-dire qu'on est à nettement moins de 1% des émissions, enfin nettement moins de 1% des émissions. Ceci dit, c'est pas une raison, donc chacun doit faire sa part. Deuxièmement, il n'est pas impossible que les émissions que nous fassions aient des conséquences beaucoup plus délétères sur certaines limites planétaires particulières, notamment en termes de pollution dans les très hautes couches de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'à force que quand les objets sortent de la Terre ou qu'ils re-rentrent, nous avons une dégradation des matériaux, en particulier métalliques, qui peuvent se répandre dans les hautes couches de l'atmosphère et avoir des effets particuliers en termes de forçage radiatif. Donc on n'est pas tout à fait tranquille. Hein. En tout cas, moi, je ne suis pas tranquille du tout. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, il y a une coopération internationale sur ces sujets parce qu'apparemment, l'érosion de particules métalliques, là, il y a des dernières études qui ont été faites, sont un peu inquiétantes en termes de concentration dans les couches de l'atmosphère. Donc, on est en train de travailler là-dessus, très, très clairement, pour essayer de quantifier les leviers. Parce qu'on peut travailler en éco-conception pour éviter ce genre de problématiques sur la couche d'ozone, etc. On peut travailler, et on travaille, moi je travaille d'arrache-pied au verdissement de la filière spatiale et en particulier au verdissement de la base spatiale de Kourou. Et je souhaite d'ici 2030 que nous soyons complètement à énergie renouvelable. On vient de lancer, je suis extrêmement fière parce que c'était un travail très complexe, on vient de lancer au mois de décembre on
finalise le consortium, la création de la première filière de production d'hydrogène vert en territoire d'outre-mer. Ça existe nulle part au monde. Et c'est très compliqué à mettre en place parce que la Guyane, c'est un territoire à multiples contraintes. On ne peut pas utiliser la forêt pour faire de la biomasse. C'est très compliqué. Il n'y a pas tellement de vent pour faire de l'éolien. On fait du photovoltaïque, mais on n'a pas beaucoup de place pour l'emprise au sol du photovoltaïque qui n'est pas négligeable. Et l'hydrogène est vraiment potentiellement extrêmement intéressant sur des territoires non interconnectés. Donc on va faire de la mobilité, on va faire justement des groupes électrohydrogènes pour pouvoir les installer dans des endroits qui ne sont pas du tout connectés. Donc c'est très très bien, on est en train de développer toute une filière localement. Donc pour moi, c'est vraiment un travail très important de faire que ce que l'on envoie, au moins depuis la base spatiale de Kourou, on va faire du biométhane, etc., au moins ce soit vertueux. Après, ce que je dis, c'est pas nous qui avons le plus de lancements sur la planète, quoi. J'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec ce que disait le président Obama mercredi soir ici. Il a taclé, je crois qu'on peut le dire, les grands fournisseurs, enfin les géants américains en quête d'une colonisation de l'espace. Ça vous parle? Ah ouais, non, mais ça, c'est n'importe quoi. Non, mais disons-le très clairement. Alors, outre le fait que c'est une hérésie technique, hein, c'est-à-dire que, enfin, moi, je veux bien qu'on fasse de la science-fiction complète, mais l'installation humaine sur Mars peut avoir un intérêt en termes d'exploration, de connaissance de notre système, de notre galaxie et notre système solaire, mais en termes de priorité, de ce sur quoi une industrie devrait mettre l'accent, si vous voulez, je crois qu'on a d'autres sujets là. Hein. Bon, on a quand même d'autres sujets à gérer. On n'y est pas du tout sur un plan technique, mais du tout. Je veux dire, même sur la Lune, je veux dire, déjà une base lunaire, on n'y est pas du tout techniquement. C'est extrêmement dangereux. Vous vous installez sur la Lune, vous vous prenez des radiations, vous avez un cancer au bout de 6 mois. Donc, si vous voulez, on ne sait pas faire. La seule chose intéressante qu'on peut se dire, c'est qu'en travaillant, puisqu'on travaille sur ce sujet base lunaire, en travaillant dans un système de contrainte maximale, puisque c'est hostilité x 100, voilà, c'est totalement hostile, il n'y a rien, donc voilà. On peut faire en fait de l'innovation qui va nous servir à être extrêmement frugal. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Effectivement, quand vous n'avez rien, vous travaillez la frugalité. Vous avez beaucoup d'argent dépensé pour aller travailler la frugalité sur la Lune. Voilà. Alors là, on travaille sur la Terre, donc tout va bien. Mais en tout cas, ça nous permet de réfléchir collectivement. Après, si vous voulez, il y a des enjeux géopolitiques. Hein, l'exploration spatiale est un enjeu géopolitique extrêmement fort. Qui aujourd'hui prend énormément d'ampleur et on a un vrai sujet sur la capacité de maintien des objectifs du traité de 67 de la paix et du partage du bien commun que constitue l'espace. Il y a un vrai sujet là. Bon, je ne vais pas du tout terminer sur cette idée de potentiel conflit. Je vais rester sur l'optimisme que je trouve. Vous avez beaucoup dégagé tous les trois aussi. Et le formidable potentiel dont on dispose en France, sur Terre, dans nos mers et avec nos innovations dans l'espace. Un grand merci à tous les trois pour vos témoignages.